Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue à ce nouveau rendez-vous de notre podcast. Tout d'abord, merci à vous tous et toutes. On me dit que vous êtes très nombreux à nous suivre et que notre podcast s'installe dans le temps grâce à vous. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Leïla Doukhali, qui est présidente de la FEM, mais qui est beaucoup plus que ça. Et vous allez découvrir une femme, une histoire, une famille et surtout un véritable combat. Leïla, bonjour. Bonjour Jamel. Ça va? Oui, comment très tu te bien. sens? Écoute, très heureuse. Super. Oui, ravie de pouvoir discuter avec toi. Qui est Leïla Doukhali? Alors, Leïla Doukhali, c'est tout d'abord une maman de 2 enfants, 20 ans et 23 ans. C'est aussi une femme engagée, une femme chef d'entreprise, passionnée, ce qui ne fonctionne pas sans passion, à l'écoute de beaucoup de cette communauté féminine et épanouie dans ce qu'elle fait. Et toujours à la recherche de nouveaux challenges. Toujours. Si je devais te poser la question sur d'où tu viens, ton histoire, en date et en personnages qui t'ont impacté dans la vie. Alors, je viens d'une famille d'entrepreneurs. Si tu veux, on pourra en parler par la suite. On peut le dire maintenant, déjà, d'une maman qui a créé son entreprise en 1962, qui est la boulangerie-pâtisserie. Un papa... Qu'il faut rappeler, cette pâtisserie est toujours là. Elle est toujours là depuis 1962 au centre-ville. Elle s'appelle La Viennoise. Et voilà, donc elle est connue. On parlera de son histoire parce qu'il est important que les auditeurs aussi connaissent l'histoire de La Viennoise. C'est l'une des rares, je crois, pâtisseries qui restent de l'époque. Et donc un papa aimant, exigeant, qui m'a porté aussi à travers cette famille. Une famille unie, avec des dates importantes dans ma vie. Évidemment, quand j'ai eu mon diplôme, parce que c'était l'exigence de mes parents en 95, c'était le Graal, donc de la Sorbonne à Paris. Par la suite, j'ai créé mon entreprise, parce que comme je te l'ai dit auparavant, je suis issue d'une famille d'entrepreneurs. Et donc en 97, j'ai lancé mon entreprise dans le prêt-à-porter, qui a fait pas mal de petits, donc qui est présente maintenant sur évidemment Casa, Rabat, Marrakech, et on ouvre bientôt un autre point de vente sur Rabat. La naissance de mes enfants, 2002, 2005. Quoi d'autre? Mon élection à la tête de l'association, ça a été un très gros challenge en 2019. Pourquoi venir dans ce combat de la FEM aujourd'hui? D'abord, expliquons à nos auditeurs, qu'est-ce que la FEM? La FEM, c'est l'association des femmes chefs d'entreprise du Maroc, qui fête ses 25 ans cette année et qui a vu le jour en 2000, juste après l'accession au trône de Sa Majesté, qui a pour objectif d'encourager la femme à la création d'entreprises et d'accompagner cette femme chef d'entreprise à aller chercher plus de croissance. Et donc, globalement, 2019, c'est un travail, ça monte, ça descend, les chiffres ne sont pas bons, évidemment. En face, nous avons un potentiel énorme, mais que nous ne retrouvons pas sur le marché du travail, malheureusement. Et donc, c'est tout l'enjeu de l'association. On a eu un Covid qui est passé par là, qui a fait beaucoup de mal à l'entrepreneuriat féminin, du fait que beaucoup de femmes exercent dans les secteurs du commerce et des services. Et donc, ce sont les secteurs qui ont été les plus impactés durant cette période-là. Donc, on a revu notre feuille de route et on a sorti, fin 2024, un nouveau programme qui s'appelle She Impulse, destiné à cette femme-là. Si on devait résumer en 3-4 points les véritables freins qui font que la femme a du mal à entreprendre dans notre pays, ce seraient lesquels? Écoute, déjà, le poids des responsabilités familiales. On a plus de la moitié des bancs d'université qui sont occupés par des femmes. Elles sortent généralement majeures de promo. Elles sont brillantes. Nous avons le taux de femmes ingénieures le plus élevé au monde, entre 42 et 43%. Et c'est vrai qu'après les études, elles travaillent. Mais dès qu'elles ont leur premier enfant, elles quittent, elles lâchent. Parce qu'effectivement, il y a cette responsabilité de la famille, c'est elle qui la porte réellement, du matin jusqu'au soir. Il y a le manque d'infrastructures, on va le dire aussi, les crèches, une politique de transport fluide, sécurisée, quoique c'est en train de s'arranger. Le manque de soutien aussi familial.
c'est un tout, le manque de confiance en soi, parce que voilà, on lui dit, bon, bah, probablement souvent, on a plus besoin de toi à la maison. Elle doit Mais gérer la famille, la belle famille. donc, on peut résumer, peut-être que je peux me tromper, mais est-ce que c'est pas d'abord un vrai frein culturel? Parce qu'ailleurs, dans le monde, les femmes aussi ont des enfants, les femmes ont des Oui, mais responsabilités. ils ont des infrastructures. Bien Voilà, sûr que c'est culturel, voilà. effectivement, c'est culturel. C'est pour ça que je t'ai dit qu'il n'y avait pas de soutien. C'est-à-dire que voilà, quand elle rentre, quand le mari rentre à la maison, il faut que tout soit prêt. Le fait qu'elle travaille, ça l'empêche aussi de pouvoir d'assumer sa responsabilité de femme mariée. Donc rentrer le soir, il faut qu'elle court, elle a les enfants à gérer, la popote, Comment on etc. peut lutter contre ça? En faisant un travail du corps à corps, en expliquant qu'on peut être les deux, qu'il faut choisir éventuellement le bon partenaire, encourager les institutions publiques à mettre en place des choses qui vont aider cette femme, lui dire qu'elle en est parfaitement capable. Voilà, c'est dire Mais est-ce qu'on que ça le... ne ramène pas à la question d'abord de l'éducation? Parce que de la manière dont on élève indique nos enfants, on a des citoyens qui se comportent d'une telle manière. Ouais. C'est un premier sujet. Et je voudrais aussi t'entendre sur maintenant le côté politique, le cadre. Comment on peut faire que demain, le cadre, le code du travail, les entreprises puissent jouer le jeu pour pouvoir faciliter la vie au travail? Oui, complètement. Justement, j'ai eu une discussion avec le ministre de l'Emploi, M. Skouri, et donc on avait dit qu'il fallait faire évoluer ce code du travail, lui permettre aussi probablement du télétravail, lui donner peut-être une après-midi, en fait avoir un choix pour que le chef d'entreprise aussi puisse être amené à appliquer ce choix-là. Et ce qu'on voudrait aussi, c'est que cette demi-journée qu'elle va pouvoir prendre aussi, qu'elle puisse aussi s'occuper d'elle. Et qu'est-ce qu'on retrouve malheureusement? C'est un informel qui explose. C'est-à-dire que cette femme-là, ça ne veut pas dire qu'elle ne travaille pas. Si on voit le taux d'activité des femmes, il est à 19%. Il est en recul, évidemment. On était à 28 il y a 15 ans. On est à 19 aujourd'hui. C'est quand même inquiétant. Mais cette catégorie socio-professionnelle moyenne a besoin d'un double salaire. Et donc, cette femme-là travaille, mais chez elle. Alors, quand tu vas sur Instagram, tu vois plein de choses qui naissent dans la cosmétique, dans la transformation de produits naturels, etc., dans le textile. Mais parce que ces femmes-là ont besoin de ce second salaire. Et cette famille-là a besoin de ce second salaire. Et voilà, et donc on a un informel, elle reste à son petit niveau, elle est largement éduquée, mais elle n'avancera pas, elle ne créera pas de richesse pour notre pays, elle ne créera pas d'emploi. Effectivement, la partie éducationnelle est très importante. En fait, ça commence au niveau du CP, Taderi, dans les manuels scolaires, dans ce qu'on apprend à cette jeunesse marocaine, de partage, de responsabilité. Donc, on a vu 36 000 programmes, le IKRAM 1, IKRAM 2, IKRAM 3, qui encouragent à l'égalité des responsabilités familiales. C'est écrit noir sur blanc. C'est écrit noir sur blanc. Très bien. On va revenir là-dessus. Ce qui m'intéresse et qui peut aussi intéresser nos amis, le cheminement et les motivations qui ont fait que tu as entrepris. D'où c'est venu ça, ton cheminement entrepreneur? Le cheminement, comme je l'ai dit, donc j'ai grandi, j'ai vu maman être chef d'entreprise, d'abord dans la boulangerie-pâtisserie, après dans la pêche hauturière où elle s'occupait de nos bateaux sur Agadir. Donc c'est une femme connue aussi sur Agadir. J'ai vu un papa aussi se battre dans différents secteurs, être impliqué dans toutes les réunions. Quand on faisait des repas à la maison avec des repas d'affaires, on était là autour de la table à écouter, donc c'était assez inspirant. J'ai vu aussi ma sœur, l'Arhamha, qui a aussi, qu'on connaît, qui est partie bien trop tôt. Et donc tout ça a fait que quand je suis rentrée en 95, j'ai évidemment commencé par une expérience dans le salariat. Et puis je me suis rendu compte en fait que ça me correspondait pas et les choses se sont faites très naturellement. Effectivement, et j'avais le soutien de ma famille. Et c'est là le plus important. Donc je t'ai dit que j'avais un papa exigeant, donc études, pour avoir mon autonomie, ma liberté, ne pouvoir dépendre de personne. Donc pour lui, le Graal, c'était le diplôme. Donc après cela, j'ai bien réfléchi et donc je lui ai proposé et c'est vrai qu'il m'a accompagnée. Il m'a ouvert les portes. Et cette chance que j'ai eue, je veux la transmettre à ces futures femmes chefs d'entreprise qui, elles, n'ont pas eu la même chance
et qui se posent 36 000 questions, qui n'osent pas ouvrir la porte d'une banque. Il faut savoir que le taux de bancarisation des femmes est très faible au Maroc. Elles n'ont pas confiance au système bancaire, ou elles n'ont pas l'habitude, c'est plus du cash. Et donc, tout ça, cet accompagnement que j'ai eu, ce soutien familial que j'ai eu, ben, je veux le transmettre. Et c'est ce qui fait mon engagement depuis 2019, à la tête de la FEM. Les femmes que tu as rencontrées dans ton parcours de la FEM, ou pas d'ailleurs, qu'est-ce que tu pourrais leur dire, qu'est-ce que tu leur as dit, et qu'est-ce que tu pourrais dire à ces femmes qui nous regardent actuellement sur le fait qu'à un moment donné, il faut aller jusqu'au bout de son idée, de son projet. Qu'est-ce que tu peux leur dire? Ben oui, au bout de son rêve, Jamel. D'abord, au bout de son rêve. Je ne peux pas concevoir que cette femme-là, qui a été jusqu'au bout de la fin des études supérieures, qui est sortie brillante, n'a pas quelque chose qui bouillonne dans sa tête. Donc, je leur dis rien au départ. D'abord, je les écoute. Très important. Je les reçois. On échange. Et on essaie de trouver des solutions ensemble. Et c'est ça qui fait que, voilà, nous avons, grâce à Dieu, de plus en plus d'adhésion au sein de nos associations. Et c'est cette écoute-là que j'ai eue à travers beaucoup de femmes qui nous a permis en fait, de monter ce programme chez Impulse. Il n'est pas né, il n'est pas tombé du ciel. Hein. Donc ça a été un travail d'écoute. Et c'est pour ça qu'on a cette maîtrise. Et cette maîtrise-là, je voudrais la partager avec les institutionnels. Et la problématique, pourquoi on voit ces chiffres régresser, c'est parce que la société civile n'est pas consultée quand on sort des programmes. Et c'est ce que je dis souvent, mettez-nous autour d'une table. Et nous, on pourra vous parler aussi du vécu, de la réalité. Et je reste convaincue qu'après, que les projets qui seront mis en place auront plus d'impact. Donc nous, en attendant, c'est pour ça qu'en fait, j'ai poussé la porte du ministère de l'Industrie et du Commerce et je lui ai proposé le chien industriel. Nous, on est en train de le déployer, on a fait un appel à manifestation d'intérêt, on a des retours, on a mis en place une banque de projets, parce qu'on ne va pas attendre qu'elle ait une idée, mais on va peut-être lui suggérer, avec des investissements pas trop importants, parce qu'on a l'impression que l'industrie, c'est énorme. Mais une femme chez elle qui fait des tapis ou qui transforme ou qui des produits cosmétiques à base d'argan ou qui fait des habits à la maison, pour moi, c'est une industrielle, elle ne le sait pas. Mais je veux lui donner plus de puissance. Et puis, on a 2030, et puis on a un nouveau modèle de développement, et puis on a un Maroc en marche. Et ce Maroc-là n'atteindra jamais les objectifs sans l'engagement de la femme dans son économie et de la jeunesse. Là-dessus, on est d'accord. Il y a plein de jeunes femmes qui nous regardent, oui, qui ne sont pas diplômées du supérieur, mais qui ont de la passion, qui ont de la motivation. Comment une institution telle que la FEM peut-elle avoir un impact auprès de ces jeunes? Parce que c'est pour eux aussi qu'on fait ce type de conversation. Quel message leur passer pour qu'elles aillent, encore une fois, et qu'elles puissent oser frapper à la porte de la FEM, même si elles ne sont pas diplômées ou si elles ne font pas partie de famille XY? Alors, tout simplement qu'elles viennent nous voir. Tu sais, maman n'a pas été diplômée. Et pourtant, elle a fait un parcours exceptionnel. Le diplôme, oui, ça peut aider. Bon, on a créé une plateforme qui s'appelle SheLearn, accessible à tout le monde en arabe, en français, sur des modules qui peuvent aider à l'entrepreneuriat, donner des idées, parce que on a des femmes ingénieures aussi, donc un peu dans leur bulle, dans leur côté mathématique, cartésien, et donc ouvrir sur d'autres choses, sur des soft skills, etc. Donc on a mis ça en place. Mais au-delà de ça, c'est pas un diplôme. Pas un diplôme. Elles sont parfaitement capables. De toutes les manières, pour moi, la femme marocaine est une chef d'entreprise dans l'âme. Quand tu vois ce qu'elle fait du matin jusqu'au soir, gérer un budget, gérer une famille, aller chercher les enfants, être responsable, enfin voilà, elle est dans la gestion du matin au soir. Donc pour moi, elle est chef d'entreprise. Un diplôme importe peu. Il faut la niaque, il faut la volonté, parce que ça ne va pas être facile. Et nous, on la forme derrière. On l'accompagne. On la suit, on l'accompagne au niveau de la banque, on fait en fait que son business plan soit bankable. C'est ça notre rôle aussi à nous, pour qu'elle puisse aussi s'émanciper. Et puis on la suit pendant 2 ans, parce que l'objectif, c'est pas qu'elle se casse la figure. On la challenge aussi, c'est important de la challenger, parce qu'elle peut venir avec une idée. L'idée de base peut être très bonne, mais comment elle la pense,
on va essayer, avec un groupe d'hommes et de femmes, d'essayer de la faire évoluer. Parce qu'avant tout, il faut qu'il y ait un marché. Il y a une offre, mais il faut qu'il y ait un marché en face. Et c'est à cela qu'il faut répondre aussi. Très bien. Tu as parlé d'hommes et de femmes. Est-ce que la femme, aujourd'hui, c'est, entre guillemets, c'est de l'entre-soi féminin ou est-ce que vous impliquez justement des hommes chefs d'entreprise? Tout ce programme-là a été monté évidemment avec mon bureau et avec un homme qui m'a accompagné. Un autre conseil aussi. Donc c'est M. Mansouri, il va aller intervenir à ma place à Fès demain, parce que je ne pourrai pas y être. Voilà, il va parler de chez industriel. Alors justement, la question moi, qui me vient tout de suite après, en t'écoutant, tu as parlé de nouveaux modèles de développement, etc., et que tu opères dans le monde de l'entreprise. Quel est, d'après toi, l'état aujourd'hui de nos entreprises sur le plan culturel et sur le plan de l'inclusivité des femmes dans les entreprises? Quelle est ta lecture à l'instant T? Écoute, à chaque fois que je me rends dans une entreprise ou que je parle avec un patron, que ce soit de banque ou d'institution, on me dit ouais, j'ai plus de la moitié qui sont des femmes. Mes employés sont des femmes. Mais et paradoxalement, en face, on a un taux d'employabilité de 19%. Alors, c'est vrai qu'on parle du fameux plafond de verre. Hein. Donc, il y a un mindset. Effectivement, quand on va au top management, c'est beaucoup des hommes. Ça ne veut pas dire qu'ils ne veulent pas que des femmes les accompagnent ou qu'elles soient parmi elles. Je pense aussi qu'il y a aussi une part de responsabilité de cette femme-là. De par, le fait qu'elle ait peur, et je citerai aujourd'hui Christine Lagarde. Pendant 12 ans au FMI ou dans ses hautes responsabilités, n'a jamais vu de femme venir pousser sa porte pour lui dire « Je suis candidate à ce poste-là que vous proposez ». Il n'y a eu que des hommes. Alors après, c'est vrai que cette femme-là, qui ose quand même aller à un certain niveau, etc., on revient toujours à l'aspect culturel. C'est elle qui doit revenir à la maison à 18h. Si elle est cadre supérieur, on va les heures, il n'y a pas d'heure pour rentrer chez soi. Et donc tout ça va la freiner. Elle va se dire, bon, c'est très bien, j'ai mon petit salaire, je suis tranquille. Mais elle ne réalise pas ce qu'elle peut apporter à cette entreprise si elle va plus haut. Donc c'est aussi au patron, au gérant de lui donner aussi envie d'aller plus haut, en fait. Donc c'est une double responsabilité. C'est une communication en interne. C'est un DRH qui va aller chercher les compétences et qui va lui faciliter, qui va lui dire oui, tu es capable de faire, ok, peut-être qu'on va mettre en place quelque chose qui va te permettre aussi de rentrer chez toi. C'est une communication en interne. Ok. Je ne peux pas ne pas poser cette question. Je t'en prie. Ne penses-tu pas que malheureusement, souvent, lorsque les femmes arrivent aux grandes responsabilités, elles se comportent comme des hommes et, in fine, ne servent pas la cause de l'ascenseur social? Qu'est-ce que tu en penses? Écoute, non, je ne suis pas vraiment d'accord. C'est vrai que c'est une question un peu particulière. On le dit. Mais non, ce n'est pas le cas. En tout cas, Ce n'est pas le cas ou ce n'est pas tout le temps le cas? Non, ce n'est pas tout le temps le cas. D'accord. Ce n'est pas tout le temps le cas. Donc, pour voir un peu les femmes qui m'accompagnent, etc., qui sont autour de moi, on prône vraiment plus l'égalité que la parité. Moi, je ne suis pas pour la parité. J'ai quelqu'un en face de moi, un homme, une femme, je dois embaucher. Si l'homme est plus compétent que la femme, je prendrai l'homme. Je n'ai pas de souci. Je ne pense pas. Et je pense qu'il y a un mindset qui est en train de se transformer. Non, je ne pense pas. J'espère que tu as souvent raison, mais force est de constater, avec ma modeste expérience que je constate, c'est que malheureusement, souvent, pour se protéger, justement, peut-être qu'elles ne le font pas consciemment, oui. Mais pour se protéger, elles ont un comportement d'homme, entre guillemets, qui fait qu'on perd toute la qualité d'un leadership, entre guillemets, dit féminin, si tant est qu'il existe, qui fait que, justement, l'entreprise peut aller beaucoup plus vite. D'ailleurs, il y a un sommet en ce moment à Casablanca, le Women's Summit, où, justement, cette question du genre est abordée. Mais force est de constater que dans notre pays,
Et tu l'as dit tout à l'heure, 50% de la population est quasi féminine et à peine 18% sont en activité. Donc on a quand même un problème culturel fort, mais en même temps, qui de la poule ou de l'œuf, entre guillemets, crée la dynamique. Alors, je voudrais juste revenir. Tu parlais de comportement d'homme. Donc tu estimes, donc tu pars du principe que l'homme ne permet pas cet ascenseur social pour la femme et que cette femme-là est en train de reproduire un peu la même chose. Je pense que tout est une question de boss et voilà, de comment on gère. Aujourd'hui, on voit à travers le monde que s'il n'y a pas une démarche volontariste, aussi bien des politiques publiques, Code du travail, etc., ou des leaders qui ont vraiment compris que l'investissement de la femme dans les écosystèmes sont importants pour le progrès, on a un problème. Et chez nous, on a un problème. Il faut le dire. Oui, tout à fait. Si Sa Majesté n'avait pas mis en place la Moudawana version 1 et aujourd'hui, Inch'Allah, la Moudawana version 2, on serait encore en retard. Et le pire, c'est que souvent, le politique, en tout cas la vision royale, avance plus vite que la société elle-même. Et donc le monde de l'entreprise aujourd'hui est très en retard sur la question du genre. Très en retard. Et pourquoi? Parce que ce sont souvent les dirigeants hommes qui sont à la tête de ça et que les écosystèmes prennent le pas sur les écosystèmes. Je sais pas vraiment. Non, c'est pas, ça dépend pas. Tout est un cas particulier, Jamel. Non, je suis pas d'accord avec toi sur ça. Oui, bien sûr. Après, il faudrait que la femme aussi, elle ose y aller. C'est vrai que on est dans un monde un peu machiste. C'est vrai qu'on en a ras-le-bol de voir les panels qu'avec des hommes, avec une femme, et on se bat à trouver cette femme-là. Mais prenons le problème à l'envers. Et quand on intervient dans les radios, à la télévision, c'est vrai qu'on te dit, on cherche des femmes aussi pour qu'elles puissent prendre la parole au-delà du 8 mars, bien sûr, mais on ne les trouve pas, donc elles n'osent pas aussi y aller. Donc voilà, c'est en fait le chien qui se mord la queue. On tourne en rond, et voilà, je suis sûre que les choses sont en train de bouger. Je pense, je le vois, je parle au patron, de par la position que j'ai actuellement, et il faut qu'elles soient un peu plus ambitieuses et qu'elles osent y aller. Mais à nous aussi de pousser la porte, c'est un véritable combat. Je suis désolée, c'est ça la vie d'une femme. Et on n'a pas fini, c'est-à-dire qu'on est à peine en plein démarrage. Et c'est vrai que cette vision royale, heureusement qu'elle est là, cette stratégie, heureusement qu'elle est là, c'est ce qui permet de faire bouger les lignes. Mais est-ce que ça suit au niveau exécutif? Voilà, je suis membre de la commission présidée par le chef du gouvernement sur l'égalité des genres et l'autonomisation de la femme. Mais voilà, ça patine un peu, ça patine. Et pourquoi ça patine? Écoutez, c'est en lieu. Nous, on est à la disposition de ce comité. On est prêt à travailler, c'est ce que je te disais tout à l'heure. Qu'on nous mette autour d'une table. Parce que nous, on a le vécu, on a le savoir. Et voilà, j'ai vu des expériences magnifiques, Jamel. Pendant le Covid, justement, à travers les réseaux sociaux, on me contactait sur LinkedIn ou sur Messenger. Et des femmes maintenant qui sont chefs d'entreprise. Et je suis tellement fière d'elles. C'est mon moteur au quotidien. Je cite toujours Souaed Maïda qui m'a appelée et qui maintenant est à Khribga et qui a un centre de diagnostic de voitures, un métier d'homme et qui embauche que des femmes. Voilà, j'aimerais tellement qu'il y en ait encore plus. Alors justement, encore une fois, on fait ce podcast, ces conversations pour que des jeunes entendent les invités et leur donnent envie de faire. Oui. Qu'est-ce que tu pourrais dire à cette jeunesse marocaine qui aujourd'hui ne rêve plus parce qu'elle se dit « je n'ai pas ma place » alors que le Maroc vit un momentum exceptionnel et que je pense personnellement qu'il y a une place pour la jeunesse marocaine. Qu'est-ce que toi, en tant que femme, chef d'entreprise, présidente de la FEM, peut envoyer comme message fort à cette génération aujourd'hui de jeunes femmes marocaines et de jeunes garçons marocains? D'abord qu'elle continue de rêver et que nous sommes là aussi pour l'accompagner, pour que ce rêve devienne réalité. Et que la FEM, avec les moyens qu'elle a, parce qu'on est quand même présente sur certaines régions, se battra à leur côté, aux côtés de cette jeune femme qui a envie de s'émanciper, d'avoir son autonomie, de l'accompagner jusqu'au bout. Nous avons ce qu'il faut. On a mis quand même 1 an à pondre le fameux programme She Impulse.
avec 5 axes stratégiques. Ce programme-là, qu'elles viennent contacter la FEM, nous sommes présents donc sur Casablanca, sur Marrakech, sur Rabat, sur Tanger, l'Oriental et sur la région de Dakhla. Bientôt, nous allons ouvrir à Agadir. On est prête à les accompagner, à les écouter. Après, ce que je veux leur dire aujourd'hui, c'est que l'entrepreneuriat n'est pas simple. N'est pas entrepreneur qui veut le devenir. Et c'est à nous, avec des coachs, avec des formateurs, qui allons pouvoir effectivement accompagner cette fille-là pour lui dire oui, si être un conseil. Être un conseil, tout simplement. Donc on est là pour cette jeune génération. Je veux qu'elle continue de rêver. Le Maroc est en train de bouger. Je pense qu'il y a un frémissement que j'ai ressenti depuis 2024. Ben, regarde l'étude de master. Carte qui a sorti ça il y a quelques mois en disant que 76% des femmes ont envie de créer leur entreprise. Alors Deloitte, il y a 3 ans, on était à 34%. Donc il y a des choses qui se passent. Il y a à nous de l'accompagner. Ça ne va pas être simple, mais à nous de l'accompagner. Il y a une ouverture. C'est intéressant parce que ce taux, il peut aussi être interprété autrement. Que s'il y a autant de femmes qu'aujourd'hui qui veulent créer leur entreprise, c'est parce qu'il y a aussi de moins en moins de confiance en ce qui concerne le salariat et donc l'entreprise. Et c'est aussi une tendance mondiale. De plus en plus, les nouvelles générations vont vers ça. Parce que quand tu es chef d'entreprise, tu as l'impression, tu penses que tu vas être beaucoup plus flexible au niveau de tes horaires aussi. Et que tu vas pouvoir concilier vie privée et vie professionnelle. C'est pas toujours le cas. C'est sûr que c'est pas toujours le cas. Alors, Leïla Doukali, femme, chef d'entreprise, présidente de la FEM. Maman de 2 enfants, je crois. Oui. La politique, c'est pour quand? Pour l'instant, je suis... En général, c'est le chemin normal. Non, pas pour les présidentes de la... oui, quelques-unes, je pense, on fait de la politique par la suite. Pour l'instant, c'est pas un objectif. Je dois mettre en place, il me reste 1 année à la tête de la FEM, je dois mettre en place et dérouler le programme. D'accord, mais au fond de Leïla Doukali. J'ai envie d'être utile pour mon pays, Jamel. J'ai envie d'être utile, quelle que soit la forme. Continuer probablement après mon mandat à œuvrer Qu'est-ce que pour tu pourrais cette femme, faire pour faire rayonner le Maroc. Qu'est-ce que tu pourrais faire dans le cadre politique qui ne se fait pas aujourd'hui par les politiques que tu aimerais faire? Ce serait quoi? Je vais pas dire on va créer encore une énième agence. C'est juste une structure qui va s'occuper, par exemple, de l'autonomisation de la femme, mais dédiée à la femme marocaine, que ce soit dans le milieu urbain et rural. N'oublions pas le rural. Qui va permettre aussi d'identifier, d'aller au plus proche. Moi, j'adore les échanges, m'asseoir par terre, échanger avec ces femmes-là, discuter. C'est voir vraiment être utile pour pouvoir voir cette femme marocaine, actrice de développement, parce qu'elle est brillante. Et j'arrête pas de lui dire qu'elle est brillante. Après, il faut qu'elle l'écoute. Pourquoi, d'après toi, justement, puisqu'on reste un peu sur le volet politique, il n'y a pas de vrai programme en synergie sur l'ensemble des institutions publiques qui existent, orienté vers les femmes, quelle que soit leur région? Parce qu'il n'y a pas de structure, d'institution dédiée à la femme marocaine. En fait, c'est chaque ministère fait son petit bout de chemin un peu avec la femme. Mais en fait, ils ne communiquent pas ensemble. Donc si on pouvait les réunir et sortir un plan commun, il faudra le gérer, ce plan commun, avec une vision commune et faire un programme, peut-être que ça réussira. Mais on a eu déjà un ministère de la femme, non? Historiquement. Historiquement, oui. Mais il n'y est plus. Il y a une direction de la femme. Mais pourquoi on a arrêté ça? Je peux rien te dire. Ça a été une décision. En fait, la femme faisait partie de la famille, de la solidarité, des handicapés, etc. Non. La femme mérite une institution dédiée à la femme. C'est tellement complexe. Il y a tellement de travail à travers toutes les régions du Maroc. Tu ne peux même pas imaginer ce que tu peux rencontrer au fin fond d'une montagne. C'est hallucinant. Si je posais la question du bilan de la FEM sur justement l'entrepreneuriat de ces jeunes femmes, encore une fois,
qui ne sont pas dans le schéma classique jeunes diplômés, etc. L'impact sur vos programmes dans le rural, etc. Qu'est-ce que vous avez fait et quel a été l'impact volumétriquement parlant? Ben, on ne peut pas complètement le mesurer, mais ce qu'on fait, par exemple, dans les milieux ruraux, c'est d'aller probablement aller voir ces femmes un peu dans les coopératives. Et c'est ce que je demande à mes présidentes régionales, c'est d'aller un peu, de sortir un peu de la ville et d'aller voir ces femmes dans les campagnes et voir, parce qu'elles travaillent, elles ont besoin de travailler, et à travers ces coopératives, aller identifier à travers ces femmes-là, par exemple sur un échantillon de 50, tu peux en isoler 2 ou 3 qui vont capter, qui vont être sensibles à ton message et qui auront envie d'aller plus haut et plus loin. Parce que beaucoup, les femmes dans les algues aux environs qui sont dans les algues dans les environs d'El Jadida, j'avais fait une rencontre avec ces femmes-là et j'en ai identifié 2. Les autres disaient, écoute, moi ça me va très bien, je fais mon petit boulot, ça me rapporte, ça me permet de nourrir mes enfants. Non, ça m'intéresse pas d'aller plus loin. Elles n'étaient pas réceptives, ça rentrait pas encore dans leur tête. Mais par contre, dans cet échantillon-là, tu en trouves forcément 2 ou 3 qui ont la niaque, qui ont envie d'aller plus loin, mais pas plus. Ok. Quelles sont tes sources d'inspiration aujourd'hui? Ma mère, ces femmes que je côtoie au quotidien, que j'accompagne avec mon bureau actuellement à aller plus loin ou à réussir, c'est mon moteur tous les matins. C'est dur l'associatif, c'est du bénévolat. Combien de temps ça te prend la FEM aujourd'hui? 65% de mon temps. 65% de ton temps pour la FEM? Ouais, c'est énorme, je sais bien. Mais voilà, c'est parce que je sais pas faire les choses à moitié. C'est soit je m'engage, on m'a élu pour une mission, je vais au bout de ma mission et je le fais, j'espère bien. Et voilà, donc j'ai dit, maman, les femmes que je côtoie, voilà. Est-ce qu'il y a des hommes dans ces sources d'inspiration? Papa, bien sûr, que Dieu ait son âme, évidemment, évidemment. Je ne serais pas ce que je suis s'il n'y avait pas un super bonhomme derrière moi. Et sur la cartographie mondiale des hommes inspirants ou nationales, qu'est-ce que tu pourrais citer comme nom? 1 ou 2 noms? D'hommes? Ouais. Oh, moi, tout à l'heure, j'ai cité Christine Lagarde. Un homme, pas grand monde, comme ça, pris de court, d'Ormesson. Oui. J'aime beaucoup. Pourquoi? J'aime son mindset, c'est quelqu'un qui a toujours eu un esprit très vif. Et j'aime la vivacité d'esprit. Et voilà, et qui s'est battu jusqu'au bout. Jean d'Ormesson. Et si tu pouvais citer 1 ou 2 noms marocains qui pourraient parler aux jeunes, ils connaissent alors les jeunes, évidemment, notre roi, le roi Sa Majesté, enfin le roi Mohammed VI, que Dieu l'assiste. Voilà, il est monté sur le trône en 99. Il a insufflé quelque chose. La femme est venue 1 an après. Il a soutenu, à travers évidemment tous les gouvernements qui ont suivi. Et sa vision est extraordinaire. C'est grâce à lui qu'on est là où on est aujourd'hui. On est un petit pays, hein, on n'a pas grand-chose. Mais justement, je pense que Sa Majesté a toujours posé toutes les visions. Tout à fait. L'argent est venu après. Après, souvent, le problème qui se pose chez nous, c'est l'exécution. Donc, et c'est pour ça que nous avons tous en ligne de mire 2030. Ça évoque quoi chez toi, 2030? Non, moi, je ne vois pas 2030. Évidemment, il va y avoir une dynamique, ça va bouger dans tous les sens. Mais moi, ce qui m'inquiète, c'est 2031. Moi, c'est le après. On va construire, il y a plein de choses. Donc, il faut maintenir. Donc, le nouveau gouvernement qui va arriver dans 1 an, il aura beaucoup de choses à faire pour que ce ne soit pas une bulle qui va faire pchit à un moment. Après 2030, les infrastructures seront là. Il faudra continuer dans cet élan de développement. Et une autre personne aussi, pour rester aussi, mais ça c'est juste un exemple, parce qu'on doit parler aussi de soi et être sincère. Un jour, je me suis retrouvée avec mon fils dans il était tout petit, et puis on rentre, je pense, chez un photographe, et il me dit « Maman, c'est qui ce monsieur-là » En fait, c'était le roi Hassan II, évidemment, qui a bercé... c'est quelqu'un que j'ai beaucoup admiré. Et quand je suis partie faire mes études en France, donc en 89,
et que je le voyais avec Anne Sinclair, je découvrais les chaînes françaises, qu'est-ce que j'en étais fière. Et après, on revoit toutes ces prises de parole et sa maîtrise et ça, voilà. Tu as dit quelque chose de très important, tu as dit quid du 2031 et après tu as enchaîné sur effectivement 2030, des infrastructures, mais est-ce qu'on n'est pas en train d'oublier l'essentiel dans ce projet 2030, à savoir le capital humain dont on va manquer ou le capital humain qui n'est pas suffisamment prêt? Quel est ton regard là-dessus? Bah écoute, on va voir ce que ça va donner. Les choses sont en train de se mettre en place. Effectivement, le capital humain va manquer parce qu'on a un système éducatif. J'arrive pas, moi, à comprendre. Je sais pas si un coup c'est en français, un coup c'est en arabe. Et maintenant, tu as de l'anglais qui se met sur la route. Alors voilà, on parle les trois, mais on ne maîtrise aucune des trois. Donc nous, chefs d'entreprise, quand on doit embaucher, c'est un peu compliqué. Donc on va le voir sur le terrain. On va s'en sortir, Jamel. On va s'en sortir. Non, c'est sûr. Je pense globalement, on sait où on va. La vision est claire. Maintenant, c'est l'exécution et la vitesse d'exécution. On est dans un monde qui a changé. On est dans un monde où la révolution technologique nous impose un rythme de réflexion, d'analyse et de production. Tout à fait. Comment la FEM accompagne les entreprises ou les chefs d'entreprise femmes à prendre conscience de l'impact de cette révolution technologique dans le quotidien? Tout à fait. Mais c'est pour ça qu'on a, à travers les 5 axes stratégiques dont j'ai parlé qui couvrent le programme She Impulse, on a le She Digital et le She Green. Parce qu'on ne peut pas avancer sans le digital, on ne peut pas croître sans le digital. La femme, alors pour moi, le Maroc a loupé ce tournant auprès des femmes. Le tournant digital et la maîtrise du digital. On a toujours cette fameuse histoire. Moi, je suis marquée par, quand je préparais mon mémoire, avoir peur d'appuyer sur le bouton et tout s'efface. Donc ça, on le garde en tête. Elles ne sont pas très digitales, on le voit quand on envoie des mails, comment elles réagissent, elles ont toujours besoin d'aide. Cette génération de 45 et plus. Mais celle d'avant, sont au fait du jour avec l'IA qui approche, donc on fait des formations. On a fait des formations avec des institutions qui nous ont financé ce genre d'informations sur l'IA. Donc on est en train d'ouvrir ces esprits à cette révolution technologique qu'on va vivre et qu'on est en train de vivre et qu'il faut qu'elle soit prête. Et si elles veulent, par exemple, exporter, beaucoup de femmes sont dans le commerce, si elles veulent exporter, elles doivent passer par le digital. Donc on est en train de les préparer aussi à ça. Et celles qui vont créer leur boîte, il faudra qu'elles soient aussi vertes. Et d'où la She Green. Si je te transpose dans une salle avec une quarantaine de jeunes hommes et de jeunes femmes, Slachna ou Warzazat ou Tinrirt, et qui te poseraient des questions du genre, mais nous on est loin de tout, mais on a envie de faire des choses pour notre pays, comment on fait? Qu'est-ce que tu leur répondrais? Qu'est-ce que je leur répondrais? Que je comprends parfaitement qu'ils soient loin de tout, mais qu'il ne faut pas qu'ils attendent que les choses viennent vers eux et s'ils ont cette motivation et cette envie, ils vont aller chercher cette chose-là et que les choses avec les CRI, avec beaucoup de choses qui sont mises en place, vont pouvoir répondre à leurs questions. Alors dans ce cas, ça veut dire qu'il y a 3-4 valeurs fondamentales sur lesquelles ils doivent travailler. Ce seraient lesquelles d'après toi? Les valeurs fondamentales, la détermination, l'ouverture d'esprit, la cohésion. Voilà ce que je vois, les valeurs. L'engagement, très important. La volonté, le rêve. J'aurais une dernière question qui va demander un peu de développement peut-être. En tant qu'AFEM, si demain tu devais donner une note, écrire une note pour dire voilà le socle éducatif qu'il faudrait mettre dans les écoles le plus tôt possible pour que demain les mentalités autour de la question de la femme changent, ça serait quoi comme élément du socle pédagogique? Écoutez, c'est déjà commencé à partir de, comme je l'ai dit tout à l'heure, à partir du CP, peut-être avec les manuels scolaires. Alors, je ne les connais pas, je suis désolée parce que mes enfants ont grandi.
de former ce corps professoral aussi, ces instituteurs, à ce genre, à ces discours-là, à cette mentalité-là, peut-être créer un cours sur l'égalité des responsables, enfin sur l'égalité, oui, l'égalité des sexes, sur les responsabilités familiales, faire tout un travail dès le départ. Voilà, c'est ce que je pourrais éventuellement proposer pour pouvoir permettre voilà, à ce Maroc d'évoluer. C'est vrai qu'il y a des générations qui ont été sacrifiées dans ce sens et qu'on va mettre beaucoup de temps effectivement à rattraper cela. Mais le système éducatif, je pense que elles s'en sortent très bien, les femmes, hein, parce qu'elles elles occupent plus de la moitié des bancs d'université. J'ai eu l'occasion aussi de les écouter. J'ai pris la parole quelques fois dans cet environnement-là. Alors, on avait quelques rires de jeunes garçons quand elles prenaient la parole, etc. Mais elles se défendaient pas mal. Et c'est vrai que moi, quelquefois, quand il y avait des choses un peu déplacées, j'avais un peu tendance à recadrer. Mais voilà, dans le privé, ça se passe bien. Il y a un gros travail à faire dans le public. C'est clair. Dernière question. On va bientôt vivre des élections prochaines. Qu'est-ce que tu aimerais voir dans la feuille de route des partis politiques liée à la question de la femme, de l'éducation? Ce qui existe déjà, c'est écrit dans les textes, juste qu'ils appliquent et qu'ils prennent conscience qu'ils ne pourront pas aller, parce que quand le chef du gouvernement est venu, il a dit voilà, normalement, on est à 30% de taux d'activité, 2026, on sera à 30%. Bon, le problème, c'est qu'on a reculé, qu'on est à 19, on était à 22 il n'y a pas longtemps, on est à 20, puis après à 19. Juste dire que ne pas faire de distinction entre hommes et femmes et de mettre en place tout ce qu'il faut pour que cette femme-là puisse aller travailler tranquillement, sereinement, qu'elle puisse être chef de famille aussi, entre guillemets, qu'elle puisse s'occuper aussi de se marier, de voir, parce que évidemment, on a grandi avec ça, mais qu'elle puisse avoir aussi un code du travail adapté à ses contraintes, des infrastructures qui vont pouvoir la soulager. Une femme ne peut pas aller travailler si elle ne sait pas que ses enfants sont en sécurité, quelque part. Une politique de transport et lui donner la possibilité de lui donner de la voix, à cette femme-là. Voilà, c'est tout. Merci beaucoup, Leïla, pour Jamel. cette conversation, ce moment fort agréable. Merci à toi. Chers amis, merci de nous avoir suivis. Vous avez découvert Leïla Debkali, mère, fille, chef d'entreprise et en même temps militante sur la question féminine. J'espère qu'on aura l'occasion de vous revoir très bientôt et toujours en grand nombre. À très bientôt.